Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation et à la tech responsable. Alors vous le savez, pas une journée sans que l'on vous parle d'intelligence artificielle, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Mais au-delà des effets d'annonce, il existe des vérités que l'on ne vous dit pas forcément. En effet, derrière ces outils gratuits et ludiques se cache une guerre mondiale des données, de l'influence et de la dépendance technologique. Alors, intelligence artificielle, progrès historique ou immense illusion collective dont il faut réellement avoir le mode d'emploi, on en parle sans filtre aujourd'hui dans le numérique pour tous sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale consacrée à l'intelligence artificielle et ses zones d'ombre, nous avons le plaisir de recevoir un expert reconnu de la transformation numérique. Il est directeur de la stratégie et de l'innovation chez Orange Business. Sur le plateau du numérique pour tous, Mick Lévy. Bonjour Mick. Bonjour. Et vous êtes aussi l'auteur de ce livre, pour ceux qui peuvent le voir, IA Mania, usage éthique stratégique, créer une valeur durable, paru aux éditions Vuibert. Alors Mick, pour commencer, on va débugger certaines idées reçues. On parle souvent d'une IA qui pourrait détruire l'humanité, qui va supprimer massivement des emplois, mais ici on est technopositif, donc j'aimerais qu'on remette, comme on dit, l'église au centre du jardin. Quel est le cadre de pensée dans lequel il faut se mettre pour appréhender l'intelligence artificielle ? Je crois qu'il faut prendre conscience que les grands patrons de la tech, Sam Altman, Elon Musk et quelques autres qui font cette IA au niveau mondial, ont finalement organisé une sidération collective. C'était une stratégie marketing, certains appellent ça la stratégie du choc. On est passé de la sidération à la fascination, ils jouent avec la peur. Et je crois que l'enjeu maintenant, pour chacun, c'est de comprendre ce qui se passe derrière l'IA, de ne pas chercher à la rejeter, de ne pas chercher non plus à l'utiliser de manière éhontée sans avoir conscience de ce qu'il y a derrière, mais de prendre conscience des mécanismes qui sont derrière l'IA pour finalement bien l'utiliser. Ça va être ça le grand enjeu de la décennie à venir certainement. Parfait, c'était important de le dire. Alors Mick, vous aimez bien utiliser la métaphore de l'iceberg. Il y a une petite partie que l'on voit, mais il y a une plus grosse partie qui va créer des conditions de risque ou pas. Concrètement, si on fait cette métaphore pour l'IA, quels sont les risques immergés dont on ne parle presque pas ? Oui, alors un iceberg, on voit bien, on pourrait parler d'ailleurs des icebergs, si on veut faire un petit jeu de mots. Ah oui, alors il faut bien le comprendre. Il a mis un A devant iceberg. Il faut le saisir, mais je préfère... Et donc imaginons un iceberg, et la partie haute qu'on voit le plus, c'est les peurs qu'on nous agite, peur de destruction complète, massive de l'emploi, peur de l'IA qui se retournerait contre nous, Terminator. Et puis là, sous les océans, en fait, on nous cache, en nous amenant cette sidération, les risques qui sont déjà à l'œuvre. On va parler notamment de l'impact environnemental, on peut parler des data workers, l'exploitation humaine du travail, et aussi de l'exploitation de nos données. Finalement, c'est ça qui compose cet iceberg. Puis il y a des couches intermédiaires aussi, avec des risques qui sont structurels à l'IA. L'IA a quand même plein de limites, à commencer par les biais, par les hallucinations, et puis des risques qui vont s'exercer à beaucoup plus long terme, qui sont des impacts sociétaux, dont il est difficile aujourd'hui d'apprécier exactement comment ça va évoluer, mais je crois qu'on va s'y employer sur exactement. La suite des Alors échanges. on va prendre risque par risque, comme ça va être beaucoup plus clair pour nos auditeurs. Donc vous parliez de ce qu'on appelle déjà les data workers, ces travailleurs de l'ombre. Expliquez-nous en quoi ça consiste et pourquoi effectivement il y a un véritable risque. Alors d'abord, il faut avoir conscience qu'on a tous été les idiots utiles de l'IA, en quelque sorte. On les a éduqués, on a aidé à leur éducation par nos données, par nos actions aussi sur le web en particulier. Parce qu'il faut comprendre que plus on parle à une IA, plus on l'enrichit, plus elle devient intelligente, plus elle nous connaît. Mais face à ça, il y a quand même des millions, des centaines de millions même, de personnes qui sont payées à la tâche, généralement exploitées dans ce qu'on appelle le sud global, et donc ils sont payés à peine quelques dollars, ou centimes de dollars de la tâche, ça revient à quelques dollars de l'heure. Ils travaillent dans des conditions qui sont absolument tout à fait affligeantes, clairement, et vraiment même choquantes. On a des témoignages de gens qui ne s'en remettent pas, qui parlent vraiment de comme s'ils étaient face à de la torture mentale, parce qu'ils sont constamment en train de revalider, de valider des vidéos qui sont extrêmement choquantes. Si on ne peut pas générer avec l'IA des images d'attentats, par exemple, ou de viols, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont venues montrer à l'IA ce qu'était un viol, ce qu'était un attentat, et qui donc, eux, ont subi constamment
constamment ces images, sans aucune assistance psychologique au passage. Donc on peut parler des grands oubliés de l'IA, et la Banque mondiale estime qu'ils sont quelques centaines de millions à l'échelle mondiale à faire ces travaux-là. C'était important de le mentionner. Alors, deuxième risque, ou non, vous allez débugger cette idée reçue, l'empreinte écologique de l'intelligence artificielle. Est-ce que le développement actuel de ces technologies est soutenable pour la planète ? Alors c'est un des risques qui me préoccupe le plus, pour être honnête. L'empreinte du numérique était déjà notable et aujourd'hui c'est l'IA finalement qui est en train le plus de faire croître l'empreinte environnementale globale du numérique. On a tendance à nous le faire oublier aussi, on nous parle de cloud, d'intelligence artificielle, mais le numérique c'est de la matérialité, c'est du matériel, des data centers, des ordinateurs, des puces, des ressources minières qui sont aussi exploitées. Et l'Agence internationale de l'énergie estime que l'empreinte, la consommation globale de tout ce matériel-là est en train d'être multipliée par 2 entre 2024 et 2030. Ça conduirait le numérique en 2030 à consommer 3% de l'énergie au niveau mondial, ce qui revient à peu près à la consommation du Japon, qui est le 5e consommateur au niveau mondial. On parle aussi bien évidemment de l'emploi, avec ces pertes massives d'emplois. On aime bien crier au loup. Là aussi, est-ce que vous pourrez nous rétablir le vrai du faux ? Alors sur l'emploi, la situation est un peu plus complexe et il va falloir voir ce qui se passe dans les années à venir. Ce qui est sûr, c'est que c'est une peur qui est facile de nous agiter puisqu'on est face à une technologie qui amène de la productivité, dont on voit qu'elle peut automatiser des choses. Et cette peur, elle est en réalité ancestrale. Ça fait, on pourrait prendre des titres de une de journaux d'il y a une centaine d'années. On change juste le mot robot ou machine par IA et on peut faire exactement la même page de pub. Donc, je crois que le sujet n'est pas du tout dit. Et en tout cas, il n'y aura certainement pas la casse massive d'emploi général qu'on nous promet sur le marché. De plus en plus d'économistes en reviennent largement. Alors après, derrière tous ces risques technologiques, environnementaux, il y a quand même un risque humain, peut-être qu'il faut souligner ou alors nuancer dans notre manière de penser, d'écrire, de standardiser. Parce que, alors nous encore, vieille génération, on peut le dire ainsi, on peut comparer du Baudelaire et de l'intelligence artificielle lorsque le texte est généré. Les jeunes générations aujourd'hui ne vont connaître que l'intelligence artificielle en termes de génération de texte. Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière tout ça ? On parle effectivement de la génération alpha, on appelle aussi la génération IA. C'est les personnes qui seront nées avec les IA. Je pense que c'est le propre de toute technologie, de faire évoluer de toute façon ce qu'on est aussi. La technologie nous fait évoluer et c'est pas seulement nous qui la façonnons, c'est ça aussi qu'il faut comprendre derrière. Et je crois que finalement, l'enjeu clé, ça va être de développer l'esprit critique. On le dit beaucoup, mais il va falloir apprendre de plus en plus à questionner, à comprendre quand est-ce qu'on veut faire appel à de l'IA, quand est-ce qu'on ne peut pas faire appel à de l'IA, à ne pas prendre le résultat que nous donne l'IA sans du tout se reposer de questions, sans croiser les sources, sans croiser les faits, et puis prendre conscience à chaque usage, qu'est-ce qu'on y cède et qu'est-ce qu'on ne veut pas y céder. Et moi d'ailleurs, ça c'était au cœur des grandes questions que je me suis posées tout au long de l'écriture de mon livre, avec une question obsédante. Et si l'IA finalement pouvait écrire un meilleur livre que moi ? Et j'ai choisi consciemment de ne pas du tout céder de rédaction à l'IA sur toute l'écriture du livre. Et je crois que chacun doit se poser un peu cette question-là au quotidien. Alors c'est une excellente transition. Et pour conclure, vous aimez bien citer Platon, qui déjà se posait les mêmes questions que celles que l'on se pose aujourd'hui. C'est intéressant Platon, parce que ça nous fait prendre conscience à quel point, là, on est dans le tourbillon actuellement avec l'IA et au manque de recul aussi pour bien comprendre. Il y a 2500 ans, Platon, lui, se méfiait de l'écriture. Dans le Phèdre, il disait l'écriture, Phèdre a un grave inconvénient. Il avait peur d'abord que ce soit un mode qui allait appauvrir la pensée, parce que ça la simplifiait et ça la rendait absolument statique. Et puis il avait peur aussi qu'on y perde notre mémoire, puisque si on écrit, on n'a plus à se souvenir des choses, on a délégué notre mémoire à un écrit externe. 2500 ans plus tard, je crois qu'il n'y a personne pour dire que l'écriture était une mauvaise invention. Je crois qu'il en va de la même chose avec l'IA. Ça va beaucoup plus vite que l'écriture, c'est certain. Là, on est dans l'œil du cyclone, au moment où tout est en train de changer, mais quand on aura quelques années, peut-être quelques décennies de recul, je vous fais le pari qu'on se dira tous que ça aurait été une excellente invention pour amener de la nouvelle connaissance, pour faire de nouvelles découvertes, pour avoir un nouvel accès à l'information qui va amener plein de bonnes choses certainement dans l'humanité, même s'il faut se méfier des risques dont on vient de parler. Merci beaucoup, Mick Livy. Je rappelle votre livre IA Mania paru aux éditions Vuibert. On marque une courte pause avant de retrouver notre second invité et comprendre comment l'intelligence artificielle est en train de masquer un véritable changement géopolitique. Le numérique pour tous spécial intelligence artificielle, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bon, on le répète, Gilles, on est technopositif ici, mais j'aimerais qu'on commence par une question clash. Qu'est-ce qu'on ne dit jamais au grand public sur les véritables limites de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour cadrer également avec vous votre position politique ? Alors, il y a une limite technique, c'est que pour le moment, ça a beaucoup de difficultés à comprendre le contexte. C'est très très fort sur des tâches qui sont assez circoncises. Arriver à comprendre le contexte d'ensemble, ça ne sait pas le faire. Et c'est une limite assez fondamentale. Je pense que c'est ça qui nous sépare de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Tant qu'il n'y a pas de prise en compte du contexte, on ne saura pas faire ça. Et à cet égard, je pense qu'on en est assez loin. Donc ça, on le dit pas souvent. Et ça mérite d'être dit parce qu'il y a quand même des milliers de milliards de dollars qui sont au travail pour développer l'intelligence artificielle dans cette perspective. Et d'ailleurs, on assiste à un peu un changement sur l'aile des Sam Altman, Dario Amodei et consorts. Il y a quelques jours, OpenAI, donc l'entreprise de Sam Altman, a re-signé une convention avec Microsoft. Ils avaient une convention depuis 4 ans. Dans laquelle il n'est plus question d'intelligence artificielle générale. Auparavant, il était dit que leurs sorts étaient liés jusqu'à l'instant où on fera apparaître l'intelligence artificielle générale. C'est plus le cas et c'est assez notoire. Alors justement, Gilles, derrière le discours d'innovation, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas plutôt un outil de concentration massive du pouvoir économique entre quelques acteurs mondiaux, vous les citiez tout à l'heure, mais Oui, alors ça c'est vraiment probablement le premier point de préoccupation que j'exprime d'ailleurs dans mon récent livre. C'est le fait que on voit déjà cette concentration extrêmement importante se faire et il faut y être attentif parce que on a toujours le sentiment que finalement la technique c'est super et qu'à la fin on retombe un peu sur ses pieds. Mick vient de l'évoquer et il a raison. Mais il faut bien être conscient que, par exemple, il y a Bob Allen, qui est un économiste américain, qui observe que entre 1690 et 1790 et 1860, eh bien, le niveau de vie au Royaume-Uni a baissé de façon extrêmement significative. Il fallait à peu près 6 heures de temps pour subvenir à ces moyens essentiels. Avant 1790, il faudra entre 12 et 16 heures pendant ces 70 ans. Et 70 ans, c'est pas une paille, hein. C'est pas ce qu'on peut appeler la transition schumpeterienne. C'est quelque chose, il y a 3 générations qui vont vivre de façon extrêmement en esclavagisme en réalité. Et il y a 3 caractéristiques qui, je crois, sont communes. Concentration des capitaux qui est extrêmement importante, dérégulation extrêmement forte, et puis absence de concertation à une échelle internationale. Je dirais même guerre d'empire. Et ça, c'est problématique parce que la concordance finalement de faits nous invite à penser que on va aller dans une phase qui va être compliqué pour la classe moyenne, entre guillemets. Alors justement, est-ce que, vous évoquez une sorte de naïveté européenne. On n'est pas un peu dans les paillettes à dire ah là là, on s'est emparé de manière très moderne en France et en Europe de l'IA, alors que derrière tout ça, les Chinois et les Américains ont une vision beaucoup plus stratégique et politique du sujet. Il y a 2 choses. La France et l'Europe sont notoirement extrêmement en retard, n'ont pas été capables de mobiliser les capitaux, et puis sortent d'une sorte de vision quand même assez naïve qui consiste à dire que plus les marchés sont ouverts, mieux c'est. Les Américains et les Chinois, ça fait très très longtemps, voire ils n'ont jamais vraiment totalement adhéré à cette idée. Le protectionnisme y est omniprésent, et pas seulement à des fins économiques, mais aussi à des fins d'empire, c'est-à-dire s'assurer que certaines techniques n'appartiennent qu'à eux et qu'ils les maîtrisent plus que les autres. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut rester avec nos idéaux et nos valeurs, il faut qu'on prenne conscience que on est dans un monde dangereux et que l'intelligence artificielle va être un facteur de pouvoir premier. Et alors justement, si on rentre dans le détail très concret, on nous vend une intelligence artificielle qui serait neutre et objectif. On sait tous que quand on code, on peut avoir des biais que l'on introduit, on va dire, dans les réponses qui sont générées. Vous pensez qu'effectivement, les grandes puissances politiques sont en train d'orienter la pensée collective avec des biais algorithmiques qui pourraient influencer la manière dont on perçoit le monde ? Non, ça marche pas comme ça. Il y a effectivement, je pense à une auteure qui est très portée sur cette idée de complotisme généralisé. Je suis pas du tout là-dedans. En revanche, il y a une concordance d'intérêts. C'est-à-dire que il se trouve que
les populistes, pour ne pas le nommer, Trump, au pouvoir, ont des intérêts qui sont tout à fait convergents avec ceux de la Silicon Valley et qu'ils vont faire un morceau de route ensemble. Il a même été démontré qu'en réalité, l'objectif du courant de Peter Thiel, c'est d'utiliser ces gens-là pour prendre le pouvoir, mais il les méprise. Il est conscient du fait que finalement c'est pas son agenda. Son agenda, c'est l'accélérationnisme. Je crois qu'il faut pas prendre ces gens-là pour des doux huluberlus. C'est des gens très sérieux qui ont des capitaux, qui ont une feuille de route de long terme. Ce sont pour moi des technofascistes pour utiliser le mot. Gilles, si on se concentre au domaine de l'entreprise, on entend à la fois parler de gains de productivité, mais il y a peut-être un paradoxe parce qu'un gain de productivité, si je fais certains raccourcis, on va licencier beaucoup de gens. Ces gens ont un pouvoir d'achat, ils vont plus pouvoir acheter les produits des entreprises qui les génèrent parce qu'on a remplacé l'humain par de l'IA. Comment vous voyez cet équilibre? Est-ce que là aussi on est dans une tendance réaliste ou alors on aime à se faire peur? Vous l'avez exactement résumé. Donc la productivité, c'est bien. Productivité, c'est ce qui fait qu'on est tous avec des moyens très supérieurs à ce qu'on avait il y a 2 siècles. Juste pour vous donner une idée, on considère que avant la Renaissance, le revenu moyen par terrien, c'était aux alentours de 60 centimes par jour. On a multiplié ce montant-là par aux alentours de 60. Donc c'est tout à fait considérable. Le problème, c'est quand cette productivité est captée par quelques-uns. Et le risque que l'on a, d'ailleurs qui est à mon avis avéré aujourd'hui, c'est que on a un déséquilibre de la distribution de la valeur entre le travailleur et le capital. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à traiter si on n'a pas du multilatéralisme, des accords. Par exemple, l'OCDE a poussé pour qu'il y ait une taxe minimum de 15% sur toute forme d'activité économique. Les Américains ont refusé ça. Et ça, c'est vraiment très problématique parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de taxer la machine. La conséquence de ça, c'est qu'on ne sait pas taxer l'intelligence artificielle. Mais concrètement, on nous parle dans certains récits peut-être un petit peu dystopiques de tous ces gens qui auraient un revenu totalement identique, un revenu minimum. UBI, Universal Basic Income. Exactement. Pour vous, c'est une réalité ou là encore, c'est un petit groupe de complotistes où on aime à se faire peur qui définit tout ça? Non, la notion d'UBI, vous savez, on est déjà... Alors, pour nos auditeurs en franco-français, la notion de revenu universel. Le revenu universel, c'est déjà présent. Quand vous avez des droits sociaux, vous avez ces droits, pas forcément uniquement si vous travaillez, vous les avez, si vous êtes français, vous avez le droit à accès à la sécurité sociale dans certaines mesures. Voilà, donc on a déjà cette notion-là. La question, c'est de savoir si c'est pas un peu un pis-aller, c'est-à-dire, Sam Altman, il dit, il faut qu'on donne 200 € aux gens par mois, et puis moi, de mon côté, je vais avoir une entreprise qui vaudra des centaines de milliards de dollars. On voit bien qu'on a quand même un déséquilibre de la valeur et ça c'est problématique parce que à la fin c'est aussi l'expression de la démocratie qui est mise en danger. Quand vous avez quelqu'un qui détient des pouvoirs économiques très importants, en réalité il a une capacité d'influence sur les institutions et ça on l'a connu avec Carnegie, on l'a connu tout au long de la fin du 19e siècle. On a vu les conséquences que ça a. Il a fallu un Roosevelt avec une intention politique extrêmement marquée pour remettre la balle au milieu. Ça a duré jusqu'en 1980. Ça s'est redéséquilibré. C'est en train de se déséquilibrer de façon extrêmement brutale. C'est problématique. Gilles, vous avez conçu les cafés IA. Expliquez-nous en quoi ça consiste et surtout dites-nous, est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, on se pose les vraies bonnes questions sur l'intelligence artificielle et son adoption ou alors on est complètement à côté de la plaque? C'est exactement dans la suite de vos questionnements. En fait, l'idée, c'est de dire que... Alors, c'est quoi les cafés IA, juste pour... Café IA, c'est de la médiation populaire sur l'intelligence artificielle. On parle à tout le monde. On va du collège jusqu'aux EHPAD pour parler d'intelligence artificielle en partant du principe que c'est une rupture anthropologique, ça concerne tout le monde et que si on veut finalement décider de notre sort de façon collective et démocratique, il faut qu'on comprenne cet enjeu. Et si on veut éviter qu'il y ait 3 personnes qui concentrent de la valeur, il faut qu'on soit capable de structurer finalement une pensée politique qui va dans le sens du bien commun. Donc c'est ça la volonté de Café IA. Et c'est exactement pour traiter ces sujets-là qu'on s'est dit on va aller rencontrer des centaines de milliers, des millions de Français. Donc on a fait 1800 Cafés IA en 2025. On va en faire entre 6 et 8 000 en 2026. L'objectif, c'est d'être capable de toucher à peu près 1 million de personnes
à partir de 2027. Et vous avez le sentiment, justement, je repose ma question, de ce que comprennent les Français des territoires, ceux qui sont en contact avec la vraie réalité. Est-ce qu'ils ont l'information dont ils auraient besoin pour pouvoir s'emparer de l'IA, ou alors le débat médiatique a complètement polarisé sur d'autres enjeux la problématique de l'IA, et en fait, ce qui leur arrive à leurs oreilles n'est pas ce qu'ils devraient entendre? Oui, c'est sûr que les Français ne voient pas l'enjeu premier, c'est-à-dire que on est en train de débattre de sujets qui sont, je vais pas les reprendre parce qu'ils sont tellement polémiques que je vais pas les reprendre, mais qui sont au cœur du débat de la pré-présidentielle. Le sujet qui, à mon sens, sera un des sujets totalement dominants, ça va être le sujet de l'intelligence artificielle. Si vous arrivez à produire des gains de productivité, si vous avez 5% de gains de productivité par an, ce qui est évidemment considérable, on est à 1% de gains de productivité par an, ça veut dire que vous avez massivement un recyclage des emplois, une altération de la distribution de la valeur. Si vous faites pas ça bien, vous vous retrouvez dans la situation que je vous décrivais tout à l'heure, avec des gens qui sont complètement aliénés pour des décennies. C'est ça le sujet, c'est vraiment ça, et le plus on sera capable d'en faire un enjeu politique, le mieux ce sera. Les patrons sont des relais d'opinion considérables dans l'adoption de l'IA. Si vous aviez un message, puisque ces patrons sont des ambassadeurs vis-à-vis de leurs collaborateurs, un message à faire passer à tous ces patrons qui veulent adopter l'IA et qui ne l'ont pas encore fait, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'étais hier soir avec la direction générale d'une grande entreprise française. On a eu cette discussion et je leur ai dit n'éludez pas le débat. Rentrez directement dans le débat avec les syndicats et n'ayez pas une perspective de vous dire je vais gagner 2 ETP, des équivalents temps plein, c'est-à-dire des emplois là à court terme. Mettez-vous dans une perspective de moyen terme. Dites-vous finalement, c'est quoi notre métier demain? Comment on assure ce métier? Comment on fait la transition? C'est quoi l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tout ça? Et comment finalement on a une transition qui est cohérente par rapport à notre mission? Pour conclure, 30 secondes, si vous deviez dire quelque chose justement aux collaborateurs et non plus aux patrons sur l'adoption de l'IA et par rapport à tout ce qu'ils entendent pour avoir un esprit critique dont parlait tout à l'heure. Je leur dirais, débattez-en ensemble. Ne restez pas seuls. Sortez du fantasme. Il y a beaucoup de... Mick l'a dit d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont fausses à l'égard de l'intelligence artificielle. Le mieux pour réussir à comprendre ce qu'il en est, c'est d'en parler ensemble. Et finalement, chacun apporte sa pierre à l'édifice et on arrive à débunker, pour utiliser un terme pas très français, ce qui est faux à cet égard. Allez dans les cafés IA. Merci beaucoup Gilles Babinet. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et à interagir avec nous. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.